Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du challenge Floraison Obscure, qui est un challenge que je conduis pour la deuxième année. Donc je vais rester sur des bases très simples, vous allez voir. Donc un challenge littéraire, qu'est-ce que c'est? C'est un temps donné, donc ici vous avez 2 mois pour lire un certain nombre de livres qui vont se glisser dans diverses catégories. La manière dont je l'ai construit, c'est vrai qu'il s'oriente majoritairement vers la littérature classique, comme vous allez le voir, mais sachez qu'il est ouvert à tous les genres possibles et imaginables. Tout ce que vous pouvez désirer lire peut se glisser au sein des différentes catégories proposées. Donc cette année, pour structurer un petit peu plus la chose, j'ai procédé de la manière suivante, qui est tout à fait conventionnelle sur YouTube, à savoir que j'ai créé donc 3 grands axes principaux, et au sein de ces axes principaux, j'ai glissé 3 ou 4 catégories selon les mots-clés qui pouvaient les constituer. Aujourd'hui, je vous présente tout à la fois ma pile à lire ainsi que les catégories du challenge. J'ai choisi de condenser la vidéo en une seule parce que j'aurais très bien pu vous faire une pile à lire à part, mais j'estime que ça prend peut-être un petit peu trop de place sur la chaîne si je fais cela sur 2 semaines. Je me suis dit que sur une seule c'était très bien. Le challenge aura donc lieu du 1er mai au 30 juin pour ceux qui souhaitent participer. Vous aurez un hashtag également que je vous mettrai en barre d'informations, mais qui est le hashtag Floraison Obscure. Également, si vous souhaitez partager avec moi votre pile à lire, n'hésitez pas à me mentionner, donc tout simplement avec mon pseudo. En dehors de cela, sachez que cette année, je réutiliserai peut-être les templates que j'avais créés l'année passée, ou j'en referai d'autres. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment où j'en suis parce qu'au moment où je filme, nous sommes, alors j'ai pas ma montre, nous sommes le 28 et le challenge, comme je vous le disais, démarre le 1er, donc je suis déjà très en retard et je dois reconnaître que je ne sais pas si j'aurai le temps de créer quelque chose autour de l'univers graphique du challenge. Maintenant que tout ceci est dit, je vous propose qu'on commence pour éviter de perdre plus de temps. Je vais m'aider de mes documents puisque en ce qui concerne les mots-clés et les catégories, il est vrai que ma mémoire défaille quelque peu. Donc le premier grand axe sur lequel je vous propose que nous nous orientons, c'est la bouche des enfers. La première catégorie, c'est le mal fleuri. Donc dans le mal fleuri, nous trouvons des mots-clés comme tentation, transgression et péché. En ce qui me concerne, j'ai souhaité mettre en avant dans ma pile à lire les grands classiques de la littérature de l'étrange, de la littérature gothique, de la littérature horrifique aussi, car je souhaitais aller à la source, à la racine et aller puiser finalement dans ces inspirations qui ont pu faire émerger par la suite ce genre que j'affectionne tant, qui est l'horreur dans toutes ses formes possibles. Je vous propose donc un livre d'Isidore Ducasse, à savoir Lautréamont, qui est à l'origine donc des Chants de Maldoror, qui est un titre que j'avais commencé l'année passée de manière assez éparse et que je n'avais pas approfondi malheureusement. Pourtant je trouvais qu'il avait vraiment une densité stylistique particulièrement intéressante et pertinente, mais il est vrai que je n'étais pas dans cet état d'esprit, donc j'ai préféré laisser de côté ma lecture afin d'y revenir à un moment qui serait peut-être plus propice pour moi. On est sur un récit transgressif qui met en avant toutes les formes de péché existantes, et si j'ai bien compris, on est dans une espèce d'errance d'un homme qui petit à petit s'égare sur le chemin des vices de manière générale. C'est écrit sous une forme très particulière également, la forme du chant. Et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que c'est quelque chose qui est repris donc à la mythologie majoritairement. Je me demande encore une fois de quelle façon ça pourrait être articulé parce que comme je vous l'ai exposé, je ne suis pas allée beaucoup plus en avant dans ma lecture, mais ça fait partie des classiques de la littérature de l'étrange. Donc toujours dans cette catégorie, je vous propose La Vénus à la fourrure de Sacher Masoch, qui est l'auteur à l'origine donc du mot du masochisme. Ici on est dans un texte que j'avais commencé également, donc c'est une reprise, une retentative. Non pas que je n'avais pas aimé là non plus, mais de même que pour les Chants de Maldoror, le moment s'y prêtait très mal. Et c'est vrai que c'était assez exigeant. C'était une lecture que j'avais prévu de faire en lecture à voix haute comme nous le pratiquons occasionnellement avec mon copain, mais ça ne l'a pas emballé plus que ça et de mon côté je ne me suis pas retournée vers le titre de manière spontanée par la suite. C'est un classique également, il est paru en 1870 et il met en scène la relation tumultueuse entre Séverine et une femme, alors je ne sais plus son nom, Vanda, qui vont partager une relation très complexe qui va là aussi outrepasser tous les us et coutumes, tous les mœurs, toute la morale qu'on peut imaginer,
Et donc de cette relation quelque peu toxique va émerger cette notion de masochisme, pardon. Et là aussi, il faut absolument que j'en fasse la découverte puisque ça fait partie des grands classiques de cette littérature, je dirais, de l'étrange, de la transgression. Le dernier titre que je glisse dans cette catégorie, vous verrez que j'en ai pas choisi 3 systématiquement, c'est Les Élixirs du Diable de H.T. Hoffmann. Là aussi, grand classique de la littérature gothique plutôt. Du moins, c'est un roman noir de la période romantique, ça reprend tout ce que j'aime. Donc disons que en une phrase, je vous ai résumé ce que je préfère en littérature. Donc on est dans une langue très classique là aussi et dans un récit fondateur du roman, donc plus obscur, plus sombre. Il me semble qu'il y a une dimension thriller aussi dans celui-ci. Alors évidemment, balbutiement du thriller puisqu'on n'est pas sur la forme que nous côtoyons aujourd'hui de ce genre-là et qui d'ailleurs n'est pas du tout quelque chose que j'apprécie et que je fréquente de manière assidue. Là ici on est plus, encore une fois, voilà, comme je vous le disais, sur les bases, les fondements, le fait de poser quelque chose d'assez riche et le renvoi à la littérature gothique et voire romantique parce que j'avais l'impression qu'il y avait tout de même cette espèce de rapprochement des émotions humaines avec la nature, etc. etc. Ça peut être très intéressant et là aussi, grand classique que je me dois de découvrir puisque c'est un de mes objectifs de cette année. La catégorie suivante est donc Bourgeon des Grenadiers. On parle de Pacte avec le diable, de malédiction et de descente aux enfers. J'ai choisi 2 titres, je vous le dis immédiatement. Ces 2 titres, il y a 3 titres que je souhaite impérativement lire dans cette pile à lire. Et vous en trouverez 2 dans cette catégorie-là. Le premier, c'est Faust de Goethe, donc Faust, la première version. Tout du moins la version la plus largement commercialisée, puisque je n'ai jamais lu Faust. Je trouve que c'est vraiment une carence assez critique à ma culture littéraire, d'autant que je revendique toujours apprécier ces littératures, comme je vous le disais, de l'étrange. Et il me semble tout de même bien indécent de ne pas avoir lu un texte aussi déterminant que Faust, d'autant que j'ai une affection toute particulière pour Goethe et plus particulièrement pour les Souffrances du jeune Berserk qui fait partie de mes livres favoris de tous les temps. Je trouve que le style de Goethe est absolument divin et quand on voit à quel point la littérature postérieure foisonne de références à Faust, à Méphistophélès, je me demande de quelle manière j'ai pu errer dans les méandres du monde littéraire sans jamais me plonger plus assidûment dans l'histoire de Faust, c'est-à-dire aller au texte racine, au texte source. Je pense que c'est grandement parce que c'est un texte qui m'effraie et qui présente des caractéristiques classiques qui sont très largement exacerbées par les commentaires et les commentateurs, les cours qui peuvent être faits sur le Faust. Mais cette année, je pallie cette carence, je lis ce livre aussi. Vous allez voir que le second est tout aussi emblématique. Tout aussi emblématique puisque je vous parle donc de La Divine Comédie de Dante. Titre que je dois impérativement lire, dont j'ai étudié bon nombre d'extraits durant ma scolarité, mais qui demeure tout de même un mystère pour moi dans sa construction, dans ce qui peut être vraiment exposé des différents cercles de l'enfer par Dante. Alors j'ai des échos, évidemment. Je vois comme le jeu vidéo, le cinéma, la littérature s'est inspiré par la suite évidemment de l'œuvre de Dante. Je vois le poids que ça peut avoir également sur l'histoire de l'art et sur la création artistique de manière générale. Et je me demande là aussi comment je peux et comment j'ai pu me tenir et aussi éloigner d'un texte classique et à ce point important, à ce point emblématique, à ce point même je dirais pesant dans l'histoire littéraire parce que ça fait partie des fondements et je pense qu'au même titre que l'Odyssée par exemple qui a posé différents codes, la Divine Comédie a fait quelque chose de révolutionnaire dans l'histoire de l'art et dans l'histoire littéraire. Donc je le lis cette année. Ici j'ai une édition, alors si certains l'ont lu d'ailleurs, je serais curieuse d'avoir vos retours concernant la traduction. Je vais me renseigner plus en avant évidemment, mais j'en ai une autre sinon dans ma pile à lire, qui est une traduction de chez Babel, parue il y a peut-être 3-4 ans maintenant, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les illustrations faites par Gustave Doré. On a ces espèces de planches qui sont des gravures et c'est vraiment un travail que j'apprécie énormément. Je l'avais trouvé d'occasion celui-ci sur Vinted après une présentation sur la chaîne de, je crois que c'était les Mémoires d'Adrien qui en avait parlé mais je n'en suis pas certaine, de l'édition en tout cas de Gustave Doré. Mais je suis toujours sceptique sur les traductions, c'est toujours quelque chose que je crains un peu, donc n'hésitez pas
à me faire un retour. Et évidemment donc dans ce titre on trouve, je vous l'ai pas précisé, je souhaite pas seulement lire l'enfer, je souhaite vraiment lire la Divine Comédie, donc l'enfer, le purgatoire et le paradis. Je poursuis avec la dernière catégorie de ce grand axe qui était la bouche des enfers. Vous avez remarqué que donc les thématiques récurrentes c'était la tentation, le vice, le péché et la descente aux enfers. Donc dans Effluves de folie on va trouver réalité et illusion, insinuation de la folie et dérive de l'esprit. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je substitue les lettres les unes aux autres. Le premier titre que j'ai choisi, c'est bien évidemment Le Moine de Matthew G. Lewis, qui là aussi fait partie des textes fondateurs de tout ce que l'on connaît aujourd'hui en matière de littérature transgressive, fantastique, etc. etc. Et donc c'est un titre qui est du fin 18e, début 19e, je ne saurais pas dire avec exactitude, mais qui a très largement inspiré là aussi l'histoire des arts de manière générale, la représentation aussi je dirais de la figure du moine et de l'image monastique, puisqu'on suit dans cette histoire un moine qui va être sujet qui va être sujet à diverses tentations qui vont se montrer de plus en plus envahissantes, si j'ai bien compris, de plus en plus pressantes, et on va avoir finalement affaire à cette lutte intérieure entre les valeurs morales, la croyance, l'amour pour Dieu et c'est cette espèce de volonté de céder à une tentation qui semble trop forte pour nous. Tout ce que j'aime, là aussi, donc en théorie, ça devrait parfaitement se passer. Là aussi, comme pour tous les titres que je vous présente, vous n'hésitez pas à me donner vos avis. J'ai déjà eu beaucoup de retours sur Le Moine, mais c'est vrai que plus j'en ai, plus ça me pousse à sortir l'ouvrage de ma pile à lire. Et là, en l'occurrence, c'est tout de même un titre qu'il faudrait que je sorte cette année, même s'il ne fait pas partie des trois, je dirais, des trois absolus que je dois absolument cocher cette année. Vous verrez le troisième un petit peu plus tard. Je continue avec donc Le Melmoth de Mathurin. C'est le dernier livre de ce grand axe de la bouche des enfers. Et Melmoth, je l'ai choisi. Ah non, pardon, c'est l'avant-dernier. Excusez-moi, j'ai oublié. Il y a un ouvrage beaucoup plus léger qui va venir étoffer un petit peu cette catégorie et peut-être alléger un petit peu les thématiques abordées, mais Le Melmoth, de même ouvrage fondateur de Mathurin, que vous connaissez certainement à minima de notoriété. C'est un roman labyrinthique qui date de la fin 18e, début 19e, et il se trouve que ce texte va parler de quelque chose qui va revenir, qui va être récurrent dans la littérature, et particulièrement dans la littérature anglo-saxonne, même si la littérature fantastique du 19e va largement s'en imprégner. Vous avez un homme qui reçoit un ordre, il me semble que c'est de son oncle, de détruire un tableau. Et suite à la destruction de ce tableau, bon nombre de choses et d'événements un petit peu étranges vont se dérouler et venir perturber son existence. Voilà. Là aussi, ça ne peut que me tenter. Je termine donc avec Puzzle de Franck Tillier. Donc si vous me suivez de manière assez régulière sur la chaîne, vous savez que ce n'est pas quelque chose d'anodin de trouver un thriller par ici. Il se trouve que j'ai décidé de m'ouvrir plus largement au genre littéraire qui fonctionne de manière très marquée actuellement. C'est vrai que le thriller, il est inévitable de passer à côté du thriller. Je ne sais pas pourquoi. Alors je sais que moi je n'adhère pas spécialement à ce genre-là, mais je pense que c'est compliqué de faire abstraction de sa réussite et de son essor depuis, je pense, une bonne quinzaine d'années. Je vais essayer d'aborder ce titre avec le plus de positivité possible parce que c'est vrai que le genre même a quelque chose qui me bloque et qui me dérange, mais ici le synopsis de manière générale m'a plutôt tenté, je l'ai trouvé assez inspirant, puisque nous allons suivre deux protagonistes qui, si je me rappelle bien, donc Ilan et Chloé, sont spécialistes de chasse au trésor et vont se retrouver dans une espèce de jeu dans lequel deux règles vont être données. Une première va arriver dès le départ, qui est celle de donc quoi qu'il arrive, les personnages ne doivent pas, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie, imaginer que les éléments qui se déroulent sont réels, donc ils sont dans quelque chose de fictif. Et la seconde règle, c'est que l'un d'entre eux va mourir. Voilà. La question qui va demeurer va donc être, est-ce que oui ou non nous sommes dans quelque chose
de fictif, ou est-ce que quelqu'un va véritablement perdre la vie durant ce jeu. Je trouve que c'est assez intriguant. Si vous avez lu ce titre, n'hésitez pas à me donner vos avis. Plus généralement, si vous avez lu Franck Tillier, je suis également preneuse de vos retours, parce que ce ne sont pas des avis, des chroniques que je vais chercher chez les autres, donc je suis très très largement en demande d'opinion sur ce titre, et même d'opinion, donc comme je vous le disais, sur d'autres, pour pourquoi pas étoffer par la suite ma connaissance de l'auteur, afin de créer un contenu bien spécifique autour de ces littératures qui fonctionnent et qui explosent, ou ont explosé d'ailleurs dans les années passées. Nous avons terminé le premier grand axe, je passe au second, qui est donc l'axe anamnèse. On va parler ici donc de manière générale des antécédents de la vie, donc de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce qui a pu disparaître, de tout ce qui a été, de la notion d'héritage et de famille. Et on commence avec la première catégorie, qui est filin de brume. Dans les mots-clés, vous retrouvez secret de famille, fantôme, maison hantée et la notion d'être hanté par le passé. J'ai donc glissé ici de Wilkie Collins, La Dame en Blanc, que je n'ai toujours pas lu, qui est un récit qui a fasciné bon nombre d'auteurs, dont Borges et Dickens, mais je ne suis pas une grande adepte de Borges. Vous le verrez peut-être dans... Enfin, vous le verrez sûrement dans les vlogs à venir qui traitent de mes lectures et du fait de tenter de lire le plus de pages possible en 7 jours. On parle ici d'une présence fantomatique. Je n'en sais pas beaucoup plus. En revanche, j'ai entendu énormément de bien de ce titre. Tous les avis que j'ai pu fréquenter le concernant sont très élogieux, ce qui me pousse bien évidemment à souhaiter le découvrir. Et encore une fois, si c'est possible, à agrandir, à densifier ma culture autour de ces littératures. C'est toujours la même ambition cette année, hein. Vraiment, c'est je souhaite consolider les bases. Le second qui donc répond à cette seconde envie et nécessité que j'ai cette année, c'est découvrir le plus de genres littéraires possible et approfondir la connaissance que je peux avoir de certains. C'est le second tome de... je ne me souviens plus. C'est Impitoyable Serment, en tout cas, de Rebecca Ross. Le premier tome, je ne me souviens plus du tout de son nom. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on parle ici de machine à écrire, de guerre, on parle de secret de famille, on parle aussi d'une relation qui va changer avec le temps. On est dans quelque chose d'assez lent, d'assez contemplatif. C'est un récit qui est bien écrit, enfin en tout cas le premier tome était très bien écrit, je trouve. Tout du moins au vu de ce que j'ai pu lire d'autres dans ce registre-là, même si je voudrais pas être péjorative, parce qu'en soi il y a des choses très intéressantes que j'ai pu lire dans ce registre-là, hein, qu'on soit clair, mais c'est vrai que je trouvais que la plume de Rebecca Ross avait un côté particulièrement poétique, voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Alors vous allez me dire que peut-être le format du récit pseudo-épistolaire, je dirais, s'absout de la contrainte de devoir créer du dialogue qui lui souvent peine à s'illustrer comme un moment du récit particulièrement bien rédigé et bien écrit, même si c'est un art à part entière de créer du dialogue, je ne dis pas le contraire. Mais de manière générale, j'avais bien aimé le tome 1, j'ai envie de terminer la duologie, il est temps d'arriver et de parvenir à la clore, parce qu'elle faisait partie de ma pile à lire donc du printemps, et c'est normal, bon, vous allez me dire on n'est pas en été, hein. On est dans la continuité avec ce challenge, mais il faut que je le lise, voilà, il est encore dans ma pile à lire. Je passe donc à la seconde catégorie de ce grand axe, il s'agit de Sombre Éclosion. On va parler de surnaturel, de fantastique et de transformation. Ici vous allez voir que j'ai quand même mis pas mal de choses. Je pense qu'on va commencer par le seul manga qui constitue cette pile à lire, parce que bon, c'est un manga que j'ai vu, donc je connais déjà largement l'histoire, et j'avais commencé sa lecture il y a fort longtemps. Les mangas étaient assez onéreux et difficiles à trouver, la réédition n'était pas complète, donc maintenant que Glénat a réédité la totalité des tomes, je me les suis tous procurés, et je suis ravie donc de plonger dans les pages de Parasite, qui à mon sens est un des mangas les plus qualitatifs qui soit. Il y a vraiment une philosophie sous-jacente qui est d'une densité incroyable. Et là, ici, il est particulièrement indiqué parce qu'on parle de transformation, puisqu'on va suivre Shinichi et qui va se réveiller un matin, une nuit plutôt, surprenant un parasite tentant de contaminer, de rentrer dans son organisme. Et son intervention va faire que le parasite va seulement parvenir à lui posséder une main, donc il me semble que c'est la main droite,
Et on va suivre beaucoup de choses dans cette histoire, tout à la fois l'interrogation de la place de l'espèce humaine sur Terre, mais même au-delà, mais aussi les liens qui peuvent être créés entre des espèces qui ne sont pas initialement faites pour se comprendre. C'est vraiment un texte très riche, très beau, qui a une dimension universelle et qui est extrêmement bien pensé. Pour tous ceux qui sont un petit peu frileux à l'idée de découvrir des mangas, Parasite c'est très qualitatif, même si je peux entendre que le style graphique ne soit pas au goût de tous parce qu'il est maintenant un petit peu daté, je dirais. Mais honnêtement, l'histoire est d'une qualité rare et je ne peux que vous inviter à en faire la découverte. Un autre classique, mais qui s'illustre dans un registre un petit peu différent, La chose de Campbell, qui est à l'origine donc du film du même nom. Il s'est glissé dans ma palle il y a maintenant 1 an et demi, je pense, et je ne comprends pas que je n'en ai toujours pas fait la lecture. Donc c'est chez Le Bélial, dans cette petite collection qui propose des titres en général, je dirais de moins de 100 pages ou maximum 150. Et c'est vrai qu'il y a longtemps que je souhaite faire connaissance de ce texte-là parce que j'aime beaucoup l'adaptation de Carpenter. Il se trouve que donc dans La chose, on va suivre une expédition, je crois que c'est en Arctique, et des éléments assez troublants et curieux vont se dérouler, notamment le fait qu'on trouve une espèce d'entité qui n'est pas, alors déjà qui n'est pas répertoriée sur Terre, mais qui va adopter des comportements assez hostiles à l'égard de la civilisation, enfin à l'égard des êtres humains. On est à mi-chemin entre l'horreur et la science-fiction. Je trouvais qu'il s'intégrait bien dans cette catégorie puisque c'est surnaturel, il y a une dimension fantastique, donc ça coche toutes les cases, pardon, et ça permet une petite parenthèse dans des lectures peut-être un petit peu plus longues lorsque j'ai besoin de souffler un petit peu et de me centrer sur des récits plus brefs. Je termine cette catégorie avec Le Dieu dans l'ombre, qui est un ouvrage de Megan Lindholm, qui n'est autre que Robin Hobb. Et je trouve le résumé particulièrement prenant. C'est un ouvrage qui m'a été suggéré lorsque j'ai fait des recherches concernant la littérature de l'étrange, justement, et il est revenu à de multiples reprises. Donc ici, on va suivre une femme de 25 ans, il me semble, qui a donc un époux, une belle famille, des enfants, et qui va se retrouver hantée par une entité qu'elle avait connue beaucoup plus jeune, connue et fréquentée assez largement. C'est une entité qui ressemble un petit peu au Dieu Pan finalement, puisque caché dans les bois, il ne cesse de pousser notre héroïne à se remettre en question, à remettre son existence en question et à pourquoi pas changer ses choix et revenir vers lui. Donc c'est un ouvrage qui apparemment est assez étrange dans sa composition, mais qui a un large côté horrifique. Ça c'est plutôt sympa parce que je voulais un petit peu d'horreur plus pure, si je puis dire, au sein de cette pile à lire. Je passe à la catégorie suivante qui est donc les brises du passé. Donc on a souvenirs, racines, origines et temporalité multiples. J'ai choisi un seul titre pour être un petit peu raisonnable. Il s'agit de L'Enchanteur de René Barjavel. C'est un ouvrage sur lequel je suis tombée récemment en librairie. Là aussi, j'ai trouvé que les avis étaient particulièrement élogieux le concernant. Il s'agit même, il me semble, du titre le mieux noté de l'auteur sur Babelio. Suite à ma lecture de Ravage, j'avais forcément envie d'approfondir ma connaissance de Barjavel, et j'ignorais qu'il s'illustrait aussi dans ce registre-là, puisqu'ici, on va parler des chevaliers de la table ronde, des fées, de Merlin, de toutes ces grandes figures emblématiques de la littérature chevaleresque. Et la figure qui va être au centre de ce récit, il me semble que c'est Merlin, puisqu'on nous parle d'un enchanteur qui a quitté les hommes à grand regret et qui revient donc auprès d'eux. On va être à la fois sur le récit table ronde de classique, mais il me semble qu'il y aura autre chose. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, si vous l'avez lu, je veux bien votre opinion et votre retour, parce que ce n'est pas celui que je vois le plus présenté sur les réseaux, alors qu'encore une fois, comme je vous le disais, c'est vrai que sur les sites de notation, c'est un ouvrage qui reçoit des notes très élogieuses et aussi extrêmement nombreuses. La dernière catégorie de cet axe-là, c'est l'herbier des âmes. On a des mots comme romantisme, nature, tragédie, mélancolie. Je vais peut-être commencer par Annihilation de Jeff Vandermeer, qui est un ouvrage sur lequel j'ai entendu du très très bon et du très moyen. Donc là aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à
à vous épancher en exposant votre avis parce que je suis très curieuse de savoir ce qui peut être fonctionnel ou dysfonctionnel avec ce titre-là. On va suivre un groupe de femmes, il me semble qu'elles sont 4, qui vont aller explorer la zone X, qui est une zone mystérieuse dans laquelle bon nombre de personnes ont disparu. Leur objectif, ça va être de comprendre tout à la fois le fonctionnement de la zone, mais aussi de s'y intégrer, si j'ai bien compris. Ça reste très superficiel comme résumé, mais je n'en sais pas beaucoup plus et la plupart des personnes qui donnent une opinion étayée sur le titre arrivent à parler de ce qu'elles ont pu ressentir et de ce que le livre peut amener à faire penser, mais c'est très rare que l'histoire soit développée parce que comme vous pouvez le voir, le titre est bref d'une part et je pense qu'il repose largement sur la notion de suspense et de surprise, donc il est compliqué peut-être de rentrer plus en avant dans les détails concernant le déroulé de l'intrigue. Le second livre que j'ai choisi dans cette catégorie, c'est La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Donc vous avez vu, j'ai tout de même essayé de prendre des titres plus brefs aussi pour entrecouper mes lectures plus longues comme je vous l'ai exposé. Grand classique de la littérature, il me semble que c'est du 17e ici. Je confonds systématiquement. L'ouvrage a été rédigé au 19e, mais le récit se déroule au 17e siècle. On suit donc une femme à Boston qui va être marquée par une lettre écarlate, marquée au fer rouge, pour montrer à tous sa tromperie puisqu'elle a trompé son époux. Et donc c'est un rituel d'humiliation et c'est une manière de la marquer de manière définitive afin que tout un chacun sache ce qu'elle a pu commettre et faire. C'est un livre éminemment féministe de ce que j'ai pu comprendre et qui là aussi fait partie des grands classiques qui constitue et jalonne la pensée féministe peut-être un petit peu première parce que c'est un homme qui écrit sur un sujet bien particulier, mais je suis tout de même très curieuse de découvrir cet ouvrage-là. Ici aussi, les avis sont majoritairement très très bons. Donc je me dis que au vu de la thématique et des retours, et notamment des personnes qui ont fait des retours sur ce titre-là, je me dis que ça devrait tout à fait correspondre à ce qui me plaît et ça devrait être une lecture assez bouleversante de par la thématique. Bon, vous allez voir que pour le dernier axe, j'ai eu du mal à trouver quelque chose de peu philosophique. Donc je suis partie sur le titre L'existence et le sens parce qu'on va aborder des notions comme l'absurde, la dystopie, les nouvelles ères, tout ce qui est post-humanisme finalement. Et en même temps, voilà, on va parler, vous pouvez tout à fait glisser de l'Uchronie, des utopies, bref, bon nombre de choses peuvent être prises dans cet axe-là. Mais c'est vrai que ce qui est sous-jacent, c'est toujours cette interrogation de nos systèmes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient moraux, qu'ils soient de pensée générale ou culturelle. Et je trouvais que c'était sympa de faire un petit clin d'œil philosophique. Donc on part sur l'existence et le sens. La première catégorie que vous trouvez au sein de cet axe, c'est la catégorie Les graines du futur, avec des mots-clés comme dystopie, nouvelle ère, anticipation, humanité déformée. Ici, j'ai choisi pas mal de titres, vous allez voir, puisque en ce moment et cette année, dans mes nombreuses volontés, il y a le fait de découvrir plus de science-fiction. Et notamment de science-fiction très très classique. C'est ce que j'ai fait avec Ravage, c'est ce que j'ai fait avec Le Meilleur des Mondes. Et j'essaie chaque mois d'arpenter un petit peu cette littérature. Je pense que durant ce challenge, j'aimerais faire la découverte de La Planète des Singes de Pierre Boulle, dont l'adaptation cinématographique m'a traumatisée lorsque j'étais enfant, parce que la chute, la fin, m'avait semblé affreuse. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est une des premières expériences de vie façon Truman Show que j'ai pu faire. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation où je me suis vraiment interrogée sur le réel, ce que signifiait le réel, quelle était la perception que j'en avais et de quelle manière je pouvais être certaine que ce que je vivais et conscientisais était la réalité telle qu'elle. Donc c'était assez méta finalement, mais c'était clairement pas agencé de cette façon à mon esprit, hein. Mais ça a ouvert cette porte de la chute émotionnelle qui ramène à quelque chose d'hyper rationnel en fait. Donc voilà, c'est pour cette raison que je souhaite lire La Planète des Singes. Ça fait longtemps et je trouve que c'est important. Le titre suivant, je dois reconnaître que
il va beaucoup se reposer sur les retours que vous allez m'en faire. Donc sa lecture va reposer beaucoup sur les retours que vous allez m'en faire. C'est Le problème à trois corps de Liu Cixin. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'adore lire ses récits courts. Je trouve qu'il a vraiment une capacité à écrire en peu de mots et de manière très simple et succincte des choses qui sont très denses, très intenses et aussi très philosophiques. Il me semble que Le problème à trois corps fait la même chose, sauf que j'ai l'impression que ce qui revient le plus, c'est le caractère abscon de la saga, le fait que ce soit aride, complexe et parfois même exigeant d'une manière qui n'est pas légitime. J'aimerais avoir vos retours parce que je suis curieuse. Je ne connais même pas le résumé du problème à trois corps. C'est l'auteur qui fait que j'ai envie de lire cette saga et bien évidemment l'essor qu'elle a pu connaître. Mais je ne sais pas si je suis prête, si je puis dire, à me lancer dans une science-fiction peut-être un petit peu plus difficile, un peu plus construite. Donc c'est pour cette raison que j'ai besoin de vos retours. Tous ceux qui sont férus de science-fiction et de ce type d'univers, voire de cet univers-là, n'hésitez pas à me glisser un petit mot, soit d'encouragement, soit à me dire bon bah c'est peut-être pas le moment, peut-être penche-toi sur un autre titre de Liu Cixin. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup pouvoir dialoguer autour de ce titre, me faire une idée générale pour l'appréhender peut-être avec un petit peu plus de légèreté lorsque je me lancerai dans la lecture, ou au contraire avec beaucoup plus de sérieux parce que ce sera nécessaire. Et donc pour poursuivre dans cette démarche de la découverte des classiques de la science-fiction, j'ai pris Ubik de Philippe K. Dick. Même chose que pour Le problème à trois corps, j'ai tant entendu dire que ce roman était compliqué, qu'il était aride, qu'il était beaucoup trop complexe, que je n'ai eu de cesse de repousser sa lecture et finalement je m'en suis fait un monument, certainement que ça en est un, au vu de la notoriété qu'il a su acquérir et apparemment de la diversité des thèmes qui sont à l'origine même de la science-fiction qu'il peut aborder. Je pense tout ça pris ensemble, je sais pas, j'ai dû avoir une forme de peur à l'idée d'appréhender ces textes-là. Je pense que quand on est lecteur d'une littérature plus classique, il est parfois compliqué de s'aventurer sur les chemins tels que ceux de la science-fiction. J'entends de la science-fiction pure ou de la fantasy, parce qu'on a toujours peur de manquer de repères, ce qui finalement est rarement le cas, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, chez moi en tout cas, se voit énormément avec la science-fiction, parce que je suis là aussi carencée en matière de connaissances de science-fiction, je dirais première, c'est-à-dire de classique. Et chaque fois que je me lance dans un de ces titres, je trouve ça formidable, je trouve ça incroyablement riche, très dense philosophiquement, avec un sous-texte qui souvent est commun d'ailleurs à la littérature classique, mais qui simplement l'évoque d'une manière différente. Avec Ubik, j'ai l'impression quand même qu'on est dans un texte exigeant, quoi qu'il en soit. Parce que je n'ai eu que des retours, à la différence du problème à trois corps, où évidemment j'ai entendu énormément de choses qui disaient que c'était impossible, très dur à lire. Là pour le coup, j'avais pas forcément l'impression que c'était l'avis de puristes de la science-fiction, si je puis me permettre. Là j'ai l'impression que même les personnes un petit peu plus avides de cette littérature, ou amateurs de cette littérature, ont aussi eu des difficultés. C'est pour ça que il est dans cette pile à lire, mais à voir si j'arrive à l'appréhender, je dirais peut-être de manière moins stressante pour moi. Donc je passe à la catégorie suivante, la deuxième de ce troisième axe. Il s'agit de Dernière brume sur la lande. On parle de littérature anglaise, de romans gothiques et de mystère. J'ai choisi deux titres ici que je vous présente tout de suite. Le premier, c'est Les mystères d'Udolphe d'Anne Radcliffe, là aussi un grand classique, donc du toute fin 18e, début 19e. J'ai une grossière idée de ce dont ça traite, puisqu'on est dans un récit qui est à la fois qualifié de roman noir, gothique. Ça a quand même largement inspiré donc le romantisme anglais et toute l'époque victorienne, me semble-t-il. On a vraiment cette proximité de la femme avec la nature dans ce texte-là. Je n'en sais pas beaucoup plus et pour tout vous dire, je suis contente de rester un petit peu distante du résumé parce qu'on est dans un récit très atmosphérique et que donc je préfère m'y glisser, m'immiscer à l'intérieur de ce monde-là d'une manière peut-être plus diffuse, plus éparse et en prenant mon temps. Donc je trouve que c'est bien que je n'ai pas plus de connaissances autour de ce titre-là, ça enrichit et ça entretient aussi. C'est
participe du mystère de l'œuvre et ça me plaît beaucoup. C'est pour cette raison que je n'ai jamais lu ou relu de résumé autour de ce titre-là. On en entend très peu parler sur les réseaux, qui plus est. Donc ça rajoute, je dirais, de son mystère, de son sel un petit peu et de tout ce qui fait que j'ai envie de le découvrir. Le second, c'est La boîte en os d'Antoinette Pesquet. Celui-ci, j'ai eu moult retours positifs le concernant, majoritairement en commentaire lorsque je l'ai mis dans ma pile à lire pour cette année. Et bon, c'est un titre qui est écrit extrêmement gros, donc qui va se dévorer d'une manière certaine et rapide. C'est un ouvrage donc du XXe siècle, et je me demande si l'autrice n'est pas française, je me corrigerai si ce n'est pas le cas. C'est un roman qui, là aussi, rend hommage donc à la littérature gothique. Je suis peut-être en train de vous dire des bêtises, je me demande si c'est pas... Le texte se déroule en Écosse, mais... Est-ce que l'autrice est... Il me semble vraiment que l'autrice est française, il faut que je vérifie. Bref, j'en sais pas beaucoup plus non plus, je sais que ça rend hommage donc au texte gothique, notamment à Anne Radcliffe, donc je pense qu'il faudrait que je commence par le texte d'Anne Radcliffe avant de me plonger dans La boîte en os. Mais on a ici tout un récit qui va parler du crâne humain, parce que la boîte en os finalement c'est ce crâne, c'est cette ossature, et on va parler d'un amour fou, donc j'ignore de quelle manière les choses vont s'articuler, mais j'imagine qu'à minima ça va frôler la bizarrerie. La question c'est comment, et je suis curieuse de le découvrir. Voilà. Dernière catégorie de ce challenge, et nous en aurons terminé avec ma pile à lire comme avec la présentation des catégories. Il s'agit de Là à l'abri du jour. On est sur des mots-clés tels que sens absurde, faille humaine et contre-courant. J'ai choisi ici 2 livres que je vous présente. Donc le premier, c'est Le Nain de Parla Gergitz, qui a reçu le prix Nobel de littérature. Il me semble que c'est un auteur suédois, mais je n'en suis pas certaine. C'est un titre qui m'intrigue beaucoup parce que donc on va suivre ici un personnage qui souffre de nanisme, et on va être... Alors il me semble qu'on est de son point de vue, puisque on va parler justement de ce qu'il peut ressentir, du jugement des autres, de la manière dont il perçoit son existence. Il a été vendu par sa mère à la naissance, donc son physique a toujours été instrumentalisé à des fins qui pouvaient servir les autres, mais toujours aussi à des fins de le ridiculiser. Donc il a une haine profonde pour cette enveloppe charnelle dont il est prisonnier. Je pense que ça va être absolument palpitant comme roman, parce que j'adore être plongée dans les affres de la conscience de protagonistes qui sont dans des... En fait, qui exploitent très richement, je dirais, le caractère... comment dire, l'étrangeté... Enfin, oui, pas l'étrangeté, mais je dirais l'inquiétude peut-être qu'ils peuvent susciter chez les autres. Je trouve ça fascinant. Alors j'aime autant quand ça traite de caractéristiques psychiques que de caractéristiques physiques. Et là, franchement, ça m'intéresse beaucoup. C'est un roman, là aussi, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il est très bref, il se lira très rapidement, il fait 200 pages, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez large. Il y a un interligne assez large, et le roman n'est pas très dense. Je suis vraiment impatiente de le découvrir. Et je terminerai avec un auteur, j'ai mis un seul, j'ai pris à rebours, j'aurais pu prendre n'importe lequel, mais Huysmans, donc le cycle de Huysmans, qui revient dans ma pile à lire encore une fois, et il faut que je fasse la relecture de cette œuvre-là, parce que ça fait un moment que je souhaite renouer avec Huysmans. Je souhaite lire son cycle naturaliste par la suite, même si chronologiquement je sais que c'est l'inverse. Huysmans a d'abord été inspiré très largement par Zola, et même disciple de Zola plus ou moins. Puis par la suite il s'est émancipé de tout cela pour partir vers une littérature dite plus décadente, mais je veux relire donc Là-bas en route à rebours, et c'est vrai que je repousse là aussi depuis un petit moment, pour la simple et bonne raison que j'ai un énorme ouvrage qui fait partie de cette pile à lire, mais vous allez voir que je l'ai déjà bien entamé, mais seulement le tome 1. Il s'agit des Misérables de Victor Hugo. Je suis à la page 700 sur ce premier tome qui en compte 982. Et je mets également ce titre-là donc dans la catégorie Là à l'abri du jour. Je triche un peu, je vous avais dit que l'autre était le dernier, mais c'est parce qu'en réalité celui-ci est déjà bien entamé, même s'il me reste 900 pages de l'autre tome. Et qui plus est, je dirais que j'extrapole, je tire un petit peu sur les mots-clés, parce que je joue avec la notion de faille humaine ici, parce que Jean Valjean, Cosette, la totalité des personnages en fait
de Hugo ont cette caractéristique de parfois plonger, tomber dans leur travers. Et c'est pas toujours des travers qui sont contestables ou qui sont critiquables. C'est-à-dire que par exemple concernant Fantine, il est très compliqué de critiquer la naïveté de Fantine qui est vraiment basée sur l'idée de la croyance, de la bienveillance des personnes autour d'elle. C'est un exemple. Ou de Jean Valjean qui pense systématiquement qu'il va pouvoir faire le mieux, le bien. Tout ça pris ensemble, je trouve que voilà, ça rentre bien dans cette catégorie-là, même si j'entends tout à fait qu'il coche bien moins bien les cases que certains des sites que j'ai pu vous présenter. Je souhaitais tout de même le glisser dans ce challenge parce que c'est ma priorité absolue, avec donc la Divine Comédie et Faust pour cette année. Aussi, j'ai conservé 5 ouvrages qui sont ici, que je vous présente de manière beaucoup plus évasive, mais qui rentrent dans les diverses catégories. La Dame à la licorne rentre donc dans la catégorie L'herbier des âmes, mais je ne suis pas certaine de le lire, je le mets de côté. Le Dieu des petits riens d'Arundhati Roy, quant à lui, fonctionne dans la catégorie Sombre éclosion. Le Dieu des petits riens, quant à lui, fonctionne dans la catégorie Les brises du passé. Planète d'exil de Ursula K. Le Guin, ou Le Guin, je suis désolée, je ne sais pas le prononcer, donc rentre dans la catégorie Les graines du futur dans les récits dystopiques et de science-fiction. Agnès Grey, évidemment, rentre dans la catégorie Dernière brume sur la lande, donc tout ce qui est plus récit gothique et littérature anglaise. Et enfin, je terminerai avec La Nuit des temps, qui lui se glisse parfaitement dans la catégorie Là à l'abri du jour, mais ce sont des titres bonus. Et je n'en fais pas une priorité, les prioritaires ce sont donc ce que je vous ai présenté aujourd'hui. J'espère que la présentation de ce challenge vous a plu, qu'elle était relativement claire. Ce n'est pas forcément le genre de vidéo sur lesquelles j'excelle parce que j'ai tendance à m'emporter et à parler un petit peu trop. J'espère aussi que ma pile à lire vous a donné quelques idées. Si vous souhaitez participer au challenge, je le répète, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse prendre connaissance de vos piles à lire et vous répondre, ce sera avec un immense plaisir. Si des templates sont disponibles, ils le seront sur mon compte Instagram ou en barre d'informations ou les deux. Je listerai également la totalité des catégories en barre d'informations, donc vous pourrez tout récupérer si besoin. J'espère que, encore une fois, cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.